Vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique. Top Congo FM 88. Kabound sera fixé sur son sort le 6 septembre prochain. Les plaidoiries ont été bouclées lundi à la prison centrale de Makala. Top Congo FM. Début des travaux de la table ronde sur l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a ouvert les travaux, a déclaré que l'état de siège n'a pas vocation de s'éterniser autour des objectifs de la mesure sur également les réalités sur le terrain. Top Congo FM. L'Église catholique et le gouvernement congolais sont-ils à couteau tiré? Non, c'est ce qu'on peut retenir du message du cardinal Fridolin Ambongo et le professeur Trifon Kinké, message transmis en début de semaine à l'occasion de l'ordination épiscopale de Monseigneur Léonard Ndjadi à Kisangani dans la province de la Chopo. Top Congo FM. Les travaux de réhabilitation de la route Moutoko et Faubank de la commune de Sélé vont bientôt redémarrer. Ils étaient suspendus en raison des études de terrain en cours au laboratoire de l'Office des routes. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, Jean-Marc Kabound. Kabound sera fixé sur son sort le 6 septembre prochain. Les plaidoiries ont été bouclées lundi à la prison centrale de Makala. Le ministère public avait requis 3 ans de prison pour l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. On écoute le porte-parole de l'Alliance pour le changement, le parti de Jean-Marc Kabound, Ghislain Mwangi. Notre défense a assuré imparable face aux accusations du ministère public. Et le ministère public n'a pas pu nous rencontrer sur les moyens des droits soulevés, notamment sur les éléments constitutifs des infractions telles que soulevées aujourd'hui, retenues. Donc il y en avait 3. L'outrage au corps constitué, en l'occurrence le Parlement et le gouvernement, l'outrage au chef de l'État et enfin la propagation de faux bruits. Avec notre défense, nous sommes allés prévention par prévention pour démontrer qu'il n'y a pas réunion des éléments constitutifs d'infraction, et ces infractions-là en fait comme en droit pour que nous puissions accepter ici que le ministère public puisse charger le président Jean-Marc Kabound de la commission de ces genres d'infractions. En outre, devant le juge, le ministère public n'a pas pu démontrer que son action a été régulière par rapport au code de procédure pénale. Cela voudrait dire ceci. L'action du ministère public ne peut être engagée que s'il y a au préalable une plainte d'une tierce partie. Il n'y a pas une seule plainte, que ce soit pour motif d'outrage au corps constitué ou soit pour motif d'outrage au chef de l'État. C'était le porte-parole de l'Alliance pour le changement, Ghislain Mwangi. Il est donc du parti de Jean-Marc Kabound à Kabound. C'est parti pour 3 jours de réflexion sur l'état de siège dans la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. Les acteurs politiques, militaires et la société civile vont procéder à l'évaluation de cette mesure spéciale instaurée depuis 2 ans par le président de la République. Félix Tshisekedi, qui a lancé les travaux, a déclaré que l'état de siège n'a pas vocation de s'éterniser. On l'écoute. Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord, j'ai donc relevé d'une table ronde inclusive afin de réfléchir et d'envisager ensemble les bases d'une orientation optimale tout en préservant les acquis générés par cette mesure exceptionnelle. Vous l'aurez certainement compris, ici repose donc la raison d'être de la table ronde convoquée ce jour à Kinshasa. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées
au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Le président Félix Tshisekedi notait que ces assises lancées lundi ont été précédées des travaux préparatoires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama a révélé que différentes missions d'évaluation ont été effectuées dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Et de ces trois missions, ces missions de propositions y ont été assorties. Il s'agit donc du maintien de l'état de siège, la requalification de l'état de siège et la levée pure et simple de cette mesure exceptionnelle. C'est donc ces trois assertions qui feront l'objet de débats lors de cette table ronde. Des réactions des participants au premier jour des travaux de la table ronde. La plupart d'acteurs sociopolitiques des deux provinces ont souhaité la levée de cette mesure. On l'écoute. Je suis conscient de ce que ce régime n'a pas vocation à s'éterniser. C'est sous ces applaudissements nourris que la majorité de participants ont réagi quand le chef de l'État, dans son discours, a dit que cette mesure n'avait pas vocation à s'éterniser. Pour Bertin Moubonzi, président de la commission défense à la Chambre basse du Parlement, voici l'occasion de lever la meilleure option. Il ne faut pas oublier que la population du Nord Kivu et de l'Ituri souffre par rapport à cette mesure qui restreint d'une manière ou d'une autre le droit des citoyens. Aujourd'hui, c'est la table ronde, tant attendue par tout le monde. Au finish, nous devons prendre une décision qui va permettre de préserver la paix et l'intégrité de notre pays. Mais côté participants, comme si la messe avait déjà été dite. Jackson Aoussé est député de l'Ituri. Il y a eu plusieurs missions d'évaluation. Nous en savons un peu plus. L'état de siège a été considéré comme une belle femme. Et une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et si nous allons encore continuer à lui demander autre chose, ça sera lui demander trop. La demande de la population, c'est celle de la levée de l'état de siège. Et la levée de l'état de siège, nous le comprenons comme une sorte d'alléger la charge aux militaires pour qu'ils se concentrent sur la mission qui leur est régalienne. Les militaires doivent aller faire la guerre et cesser de gérer les provinces, a renchéri Grégoire Kiro, député du Nord Kivu. Cette histoire de requalification, de maintien de l'état de siège, ça ne passe pas dans l'opinion, ça ne passera pas. L'état de siège a échoué sur toute la ligne. Voilà des militaires, voilà des policiers qui sont responsables des provinces, qui s'occupent plus de lever l'impôt, des problèmes fonciers, que de faire la guerre. Que les civils reprennent les rênes du pouvoir et que les militaires fassent la guerre. Les travaux ouverts lundi par le président de la République vont durer 3 jours. Des propos recueillis par Walter Kouy et pour Pascal Ndunganga Cavarios, notable de l'Ituri. La priorité, c'est le retour de la paix par la réconciliation entre les filles et fils de la région. On l'écoute. Nous pensons qu'il est temps que d'abord la table ronde se à 2 jours de la tenue de la... avant de réfléchir sur les attributions des postes, voire même la levée de l'état de siège, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour nous, l'insécurité persistante en Ituri est le problème de la gouvernance non convergente entre les gouvernants et les gouvernés. Si hier, avec les autorités civiles, il y avait l'insécurité, sous l'état de siège, avec les autorités militaires, la paix n'est pas totalement conquise. Il y a lieu de comprendre que même demain, planent les doutes, puisque la paix ne peut pas venir seulement de la volonté des gouvernants, mais aussi des gouvernés qui doivent se réconcilier et refuser toute manipulation. Ndunganga Cavarios, notable de la province de l'Ituri. Du côté de l'Amouka, on dresse un bilan de plus de 6000 morts pendant l'état de siège, comparativement à la période d'avant l'état de siège, qui avait enregistré plus de 2000 Congolais tués. Pour l'Amouka, que l'administration du Nord Kivu et de l'Ituri soit remise aux civils. On écoute Prince Epengue, communicateur de l'Amouka, au téléphone de Pascal Kapalaï. Lever l'état de siège, remettre l'administration de l'Ituri du Nord Kivu entre des civils et faire en sorte que les militaires puissent s'occuper de la sécurisation de ces 2 provinces, que la police s'occupe du maintien de l'ordre public et que de l'autre côté, le régime actuel puisse définir une politique sécuritaire claire en y affectant suffisamment de moyens financiers pour imposer rapidement la paix. L'ancien ministre de la Défense avait
dénoncé l'absence de planification quand M. Félix Tshilombo décrétait l'état de siège. Lui-même, Félix Tshisekedi, a avoué dernièrement que l'état de siège n'était pas son idée. Qu'est-ce qui justifie encore son maintien malgré les lots de morts que nous connaissons là-bas? Pendant même que nous étions en train d'être divertis à Kinshasa avec les feux d'artifice de la francophonie, en 14 jours, il y a eu plus de 50 morts en Ituri au Nord Kivu. Donc, nous devons nous rendre à l'évidence pour lever l'état de siège. Évaluation ou pas, table ronde ou pas, nos populations du Nord Kivu de l'Ituri exigent la levée d'état de siège. Prince Epenge, communicateur de Lamouka, du côté de Martin Fayoulou. Dans la province du Kwango, on parle aussi insécurité. Le bilan passe de 10 à 17 morts après l'attaque vendredi contre la mission catholique Ipangui par les miliciens Mobando. Ces nouveaux décès sont signalés parmi les personnes prises en otage qui avaient refusé de payer la somme exigée par les miliciens. L'information est confirmée par le gouvernement provincial. Le cadre de concertation de la société civile alerte sur une situation humanitaire critique. Le village se vide de ses habitants qui tentent de se mettre à l'abri. Le vice-président Symphorien Kwengo plaide pour des dispositions sécuritaires urgentes. On écoute au micro Jonathan Messa. Alors que tout le monde pensait que la page Mobondo était tournée, comme il n'y avait plus d'incursion depuis un certain temps, Pongi est devenu désert. Il n'y a plus personne. La population est dans la brousse par peur d'être tuée par les miliciens Mobondo qui font la loi dans cette partie de la province du Kwango. Comme vous pouvez le deviner, cette insécurité cause un mouvement massif de déplacés vers d'autres agglomérations, créant ainsi une situation humanitaire désastreuse qui requiert une urgente assistance. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango recommande au gouvernement de la République ce qui suit. Rétablir l'ordre, la paix et la sécurité dans ces coins de la province du Kwango. D'organiser une conférence de paix et de réconciliation avec les vraies parties prenantes, gouvernement de la République, société civile et ceux qui fabriquent ces Mobondo jusqu'à en faire un fonds de commerce. Seul le dialogue pourra résoudre ce problème de manière définitive. Le vice-président du cadre de concertation de la société civile du Kwango, Symphorien Kwango. Pendant ce temps, le service national rattaché à la présidence de la République, lui, se présente comme un levier de transformation de la jeunesse au service du pays. Ces jeunes qui doivent quitter les milices, les groupes armés pour être utiles à la nation. Deux ministres du gouvernement central ont affirmé après une visite à Kanyama KCC qui héberge le premier site du service national. Détail, Pascal Kapalaï. Nicolas Kazadi des Finances et Aimé Boji des Budgets, deux ministres du gouvernement Samalou Kondé, ont été accueillis à Kanyama KCC par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Kanyama KCC, centre d'instruction et d'encadrement des jeunes reconnus Koulouna par la société, premier site du service national rattaché à la présidence de la République et financé par les trésors publics. Les deux ministres sont allés en mission d'évaluation. Aimé Boji est ministre d'État en charge du budget. Nous sommes venus voir de nos propres yeux ce qui se passe ici, parce qu'on a pendant longtemps entendu parler, on a donné des moyens au service et il était question donc de venir se rendre compte sur place de ce qui se passe ici. Aimé Boji et Nicolas Kazadi ont tout vu, motif de satisfaction. Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Nous sommes impressionnés par la qualité du travail. Ce n'est pas seulement produire du maïs, c'est tout un écosystème. Récupérer notre jeunesse en difficulté, la former, produire des biens et des services différents du maïs, les bancs. Donc toute cette éducation, construire des bâtiments, des dortoirs, des écoles, c'est plus que simplement produire du maïs. Et donc nous devons regarder ça dans sa globalité et nous devons lui donner les moyens pour aller encore plus loin. Le service national est pour Félix Tshisekedi un bras séculier dans la transformation des citoyens congolais. Le service national ravitaille Kinshasa, Lubumbashi et la base des Kamina en maïs, mais en priorité, les hommes et femmes en uniforme ainsi que leurs dépendants, affirme le commandant du service national, le général-major Kassongo Kabouik. Le journal, toute l'info du canal Info La Fréquence.
utile de Kinshasa. Au lendemain de la publication de la liste des candidatures recevables et irrecevables à la députation nationale par le président de la CENI, le secrétaire exécutif national était en réunion avec les directeurs, les secrétaires exécutifs provinciaux présents à Kinshasa et quelques cadres pour évaluer l'opération de réception et traitement des candidatures à la députation nationale. Le secrétaire exécutif national Toto Mabikou a profité de cette occasion pour donner des orientations et instructions claires sur la suite du processus électoral. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Sud-Kivu, Gaudens Maïché, est ici au micro. Le Gino Réma Bureau de Charisma, il fait le compte-rendu de la réunion. Nous avons ramené les dossiers des candidats ici à Kinshasa pour la députation nationale. Après ce travail-là, par la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, en publiant les listes des regroupements politiques, des partis politiques qui ont obtenu les sièges, et même en publiant les noms des candidats retenus. Eh bien, pour le moment, nous venons de terminer une réunion opérationnelle présidée par monsieur le secrétaire exécutif national. Il nous a mis au point et on a évalué le passé récent sur le BRTC, sur la révision du fichier électoral et sur les repérages des centres de vote. Et il nous renvoie sur le terrain pour aller examiner comment ramener les résultats du travail des repérages et ramener également les résultats du travail de BRTC pour ce qui concerne les scrutins provinciaux et les scrutins de conseillers communaux. Gaudens Maïché, le secrétaire exécutif provincial de la CENI dans la province du Sud-Kivu. Et s'inscrire à la CENI pour se présenter aux élections, c'est presque se lancer dans une aventure. Que faut-il faire pour gagner au vote? Une formation sur le leadership électoral a été organisée pendant 3 jours. 55 femmes politiques et de la société civile ont reçu des brevets à l'issue d'une formation à l'Institut des stratégies pour le développement durable. La cérémonie de remise des brevetés a eu lieu le week-end dernier en présence du représentant résident de la fondation allemande Hans Seidel. Détail, Isabelle Mwango. Ce programme de coaching sur 3 ans a été rendu possible grâce à l'appui financier de la fondation Hans Seidel. Malte Scheulsched est le représentant résident de la fondation. La fondation est fière de soutenir les femmes ambitieuses qui ont la volonté de changer la place politique en République démocratique du Congo en prenant part dans les décisions importantes du pays. Nous comprenons l'importance et soutenons l'initiative de l'ISTD de former les femmes politiques, d'autant plus que nous sommes dans une année électorale. 3 ans d'intenses séances de formation, ce sacrifice vaut la peine, surtout pour les femmes leaders qui vont compétir. Professeur Ibanda est le directeur de l'ISDD. Ne vous minimisez pas. Ayez cette ambition aussi de donner au Congo le meilleur de ce que vous possédez en termes d'intelligence, en termes de votre amour, l'amour de la patrie et aussi de dévouement pour construire cette maison commune. Maggie Ebeka, qui a porté la voix de toutes les participantes, promet à son tour de se mettre au pas. Nous tenons à rassurer que, suite à ces renforcements des capacités dont nous sommes bénéficiaires durant ces 3 années, nous allons mettre cela en pratique en donnant le meilleur de nous-mêmes, n'importe où nous serons, mais surtout une fois que nous nous retrouverons dans les institutions de la République. Bien avant cette cérémonie, les diplômés ont reçu des enseignements sur l'importance des cadres de concertation de partis politiques et sociétés civiles organisés par la CENI. Joséphine Ngalula, membre de la plénière de la centrale électorale qui les a sensibilisés, se réjouit de la participation des femmes aux législatives nationales qui s'élève à ce jour à 17%. Isabelle Mwango. Et cette question, l'Église catholique et le gouvernement congolais vivent-ils à couteau tiré? Non, c'est ce qu'on peut retenir des messages du cardinal Fridolin Ambongo et le professeur Trifon Kinki Moulumba. Message transmis en début de semaine à l'occasion de l'ordination épiscopale de Monseigneur Léonard Ndjadi à Kisangani dans la province de la Chopo. Le président de la République avait dépêché une délégation le représenter à cette consécration. Selon le professeur Kinki,
qui faisait partie de cette délégation. Le message du cardinal était limpide. L'Église fait sa part et le pouvoir politique fait le sien. Le professeur Trifon Kinké est conseiller politique du haut représentant de l'autorité morale du regroupement politique AAAP et porte-parole de cette plateforme politique. Je prends la parole ici au nom du haut représentant de l'autorité morale, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le camarade Tony Tambushé. Le camarade Tony Tambushé a été invité à cet événement catholique de haute portée par le président de la SENCO. Il est donc venu ici avec une délégation du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Nous sommes dans une ville, Kisangani, éternellement martyrisée, mais une ville qui se remet peu à peu. Je voudrais féliciter les autorités de la province de la Chopo qui travaillent. Mais notre message que cette présence porte, c'est un démenti à ceux qui s'imaginaient qu'il y avait un conflit entre l'Église catholique et le pouvoir. Non, l'Église fait sa part, le pouvoir fait également sa part. C'est exactement ce que le cardinal Ambongo a pu passer comme message. Que le président de la SENCO invite le haut représentant de l'autorité morale, le camarade Tony Tamp ici, porte effectivement le message qu'il n'y a aucun problème entre l'Église et les pouvoirs. Le professeur Trifon Kinké Mulumba, et puis une marche de soutien au chef de l'État. Elle est prévue le 26 août prochain. La manifestation est organisée par la jeunesse des FPAU, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Son coordonnateur, Papi Zoé Zinga, souligne qu'il s'agira aussi de remercier le président de la République pour la réussite des 9e Jeux de la francophonie. On l'écoute. Le 9e Jeux de la francophonie a lavé l'image sombre que le monde avait pour notre pays. La RDC vient de faire une bonne promotion de la jeunesse congolaise en particulier et du monde en général. À cet effet, pour remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la bonne tenue de cette assise, la coordination nationale de la jeunesse FPAU décide d'organiser une marche de remerciement et du soutien pour le chef de l'État. Cette marche sera organisée en date du samedi 26 août 2023 à 10h sur toute l'étendue du territoire national. Papi Zoé Zinga des FPAU. Ils ont décidé de mener le combat politique autrement en vue du bien-être des Congolais, surtout de la jeunesse. Il s'agit des jeunes anciens leaders, des étudiants et ceux issus des mouvements citoyens et autres associations. Ces jeunes évolueront désormais à travers le FNER, Front de la Nouvelle Élite pour la Relève. D'après dans Okoma, l'un des membres de ce mouvement sociopolitique, une campagne dénommée Jeunes, votant jeunes, sera bientôt lancée. C'est en vue d'assurer la relève à travers l'élection massive des jeunes lors des prochaines élections. On l'écoute. Il est aberrant de voir une même personne au sein des institutions politico-administratives faire son temps, le temps de son fils et aussi le temps de son petit-fils. C'est la raison de ce grand jour, marquant ainsi la sortie officielle du Front de la Nouvelle Élite pour la Relève, FNER en sigle. Le FNER étant un mouvement sociopolitique regroupant des anciens leaders des étudiants et des leaders de mouvements associatifs des jeunes. Soucieux d'un avenir meilleur pour les générations futures, reste préoccupé par l'insécurité dans certaines parties du pays, la flambée des prix dans les marchés des produits de première nécessité, ainsi que le processus électoral. S'agissant de ces derniers, le FNER demeure déterminé et engagé à soutenir tous les jeunes sans distinction aucune, des partis ou regroupements politiques, des tribus, des sexes, pour que devienne une réalité la question de la relève. Profitant de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque le 12 août, le FNER lance un appel pathétique à la nouvelle élite de la nouvelle génération, à un éveil de conscience et à un sursaut patriotique pour changer le cours de l'histoire de notre pays qui a besoin d'un développement durable. Le FNER lancera dans les jours à venir la campagne Jeunes votons jeunes, parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur.
dans commun du front de la nouvelle élite pour la relève. Il a tenu un meeting à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Djili, un meeting dit de vérité. Il était question pour Francis Chibalabala de sensibiliser les membres de la fondation qui porte son nom sur les élections de décembre. D'une pierre deux coups, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a au cours de cette activité procédé à la remise des brevets aux apprenants de divers métiers formés par sa fondation. Détail, Rachel Innesiwe. Il a pu mobiliser des centaines de milliers de personnes composées notamment des membres de sa fondation. Francis Chibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a sensibilisé sa base sur la nécessité de voter utile aux élections de décembre prochain. Il est d'abord revenu sur le bilan du président Félix Tshisekedi, bilan qu'il juge positif, notamment sur le plan sécuritaire. Dès qu'il a accédé au pouvoir, le président de la République a tout fait pour mettre fin aux différents groupes armés qui sèmaient la terreur au pays, surtout dans sa partie Est. C'est ainsi qu'il a rencontré différents dirigeants de la sous-région. Il a notamment appelé ses homologues rwandais et burundais à arrêter d'appuyer le M23. Le Rwanda a fait semblant, dans un premier temps, d'y répondre favorablement avant de montrer son vrai visage. Un autre point positif, c'est aussi l'instauration de la gratuité de l'enseignement qui a aidé à combattre le banditisme urbain. Kuluna. L'élu de Massina est également revenu sur un édit dont il a été l'initiateur, Francis Chibalabala. En tant qu'élu de cette ville, j'ai constaté que beaucoup d'espaces publics sont spoliés. Voilà pourquoi j'ai initié un édit à l'Assemblée provinciale pour que ces lieux ne soient plus vendus. Pour rappel, cette loi interdit à toute personne et aux ennemis de la ville de Kinshasa de vendre des espaces publics. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que ces sites agricoles ne deviennent pas des lieux d'habitation, que le terrain de football ne se transforme pas en garage. En tant que président de deux équipes de football, à savoir le FC Massina et le FC Mikondo, Francis Chibalabala a promis de continuer à appuyer ces jeunes qui ont vu leurs équipes monter en première division. Rachel si on revient sur cette affaire de l'ambassadeur de RDC en France, rappelé à Kinshasa avec cette réaction de son avocat, maître Jean-Pierre Combé, qui dit que le ministre des Affaires étrangères n'a pas qualité pour évoquer un ambassadeur. Il rappelle qu'au regard de la loi, seul le président de la République nomme et relève et le cas échéant révoque les ambassadeurs. Le ministre des Affaires étrangères ne pouvait que conduire l'action disciplinaire sans la conclure, étant donné que cette prérogative revient à celui qui nomme après avis du Conseil des ministres. Il renseigne par ailleurs que l'action menée par sa cliente au Conseil d'État reposait sur le référé liberté et non sur le référé suspension. Maître Jean-Pierre Combé au micro de Trésor Kiyombo. Madame est l'ambassadrice de la RDC en France et elle est nommée par le président de la République avec 4 ordonnances. Il y a une ordonnance qui la nomme comme ambassadeur en France, une autre ordonnance qui la nomme comme ambassadeur à Monaco, à Andorre et puis auprès de l'UNESCO. Et les 4 ordonnances ont été balayées par le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Le ministre devait normalement, comme il avait fait, ouvrir une action disciplinaire et non la clôturer. Le communiqué des Affaires étrangères renseigne que la commission ad hoc mise en place pour écouter Madame Tchombe a conclu et que la conclusion a porté notamment sur un renvoi définitif. Donc Madame Tchombe a été remerciée. Pourquoi êtes-vous encore parti au Conseil d'État? D'abord, la Constitution de la République qui fait que le président de la République, à l'article 81 de la Constitution en vigueur, l'alinéa 1er dit ceci: le président de la République nomme, relève et les cas échéants révoque les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires. Donc il n'était pas de sa compétence de pouvoir faire un message par les réseaux sociaux démettant Madame l'ambassadrice. Le ministre a également violé la loi numéro 16 qui concerne les statuts des agents de carrière publique de l'État, où il est dit à l'article 68, l'alinéa 2, il est dit ceci, que la procédure disciplinaire est ouverte par l'autorité hiérarchique directe, mais elle est clôturée par l'autorité qui a la compétence de révoquer et de nommer. Voilà pourquoi nous sommes allés au Conseil d'État. Et nous avons saisi le Conseil d'État par le référé liberté. Maître Jean-Pierre Combé, l'avocat de Isabelle Matchik-Tchombe, ambassadeur de RDC en France, a rappelé. On reste
au niveau des affaires étrangères pour parler de ce casse-tête pour l'obtention du passeport congolais. Les explications du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères sont attendues à l'Assemblée nationale, selon le député Josué Mufula, qui a adressé une question orale au chef de la diplomatie congolaise. Plusieurs citoyens sont préjudiciés suite au grand retard rencontré dans l'impression et la livraison du passeport. Il est au téléphone de Trésor Kiyombo. Le chef de l'État et président de la République avait exprimé sa volonté politique de pouvoir faciliter aux citoyens congolais d'accéder au passeport de voyage facilement. Et donc, en réduisant bien entendu le frais à $99, si je ne me trompe, et aussi la livraison dans la promptitude. Malheureusement, ce n'est pas ce que l'on constate. Il y a un retard pernicieux dans la livraison de passeports, un retard bien entendu qui préjudicie aussi bien les Congolais qui sont au pays et ceux qui sont à l'étranger, qui doivent se rendre aux ambassades. Et donc, j'ai voulu adresser cette question écrite au terme de l'article 138 de notre constitution du pays, ainsi que conformément aux articles 179 et 180 du règlement intérieur de notre chambre basse du Parlement. Et donc, pour demander au vice-premier ministre en charge des affaires étrangères de pouvoir nous édifier la représentation nationale par rapport à ces retards-là constatés. Parce que, vous le savez, il y a de malades qui voudraient bien aller se faire soigner à l'étranger, mais qui succombent faute d'avoir ces documents importants de voyage. Le député Josué Mufula. Parlons infrastructure. Les travaux de réhabilitation de la route Mukoto-Efobank dans la commune de Sélé vont bientôt redémarrer. C'est le député national Ogi Kalonji qui l'annonce. L'élu de la Tchangou précise que les travaux étaient suspendus en raison des études de terrain en cours au laboratoire de l'Office des routes. On l'écoute. On n'a pas arrêté le travaux, plutôt on a suspendu parce qu'il y a un détail technique qui doit être réglé très rapidement. C'est que pendant l'évolution de travaux, on a découvert que l'eau n'est pas loin de la couche du sable, alors il fallait tout de suite stopper pour revoir certains détails afin que lors de la reprise, qu'on ne rencontre plus ces genres de problèmes. Pour les amis de Moukoko qui ont été visités Terre Jaune pendant que le travaux s'exécutait, ils se rappelleront qu'à un moment, on avait arrêté le travaux pour plus de 4 mois, mais après, on a repris. Donc, l'un de ces 4 matins, très rapidement, les choses vont reprendre parce que déjà, nous sommes en voie d'avoir les réponses que nous cherchons. Le boulevard Moukoko à l'Efobank sera asphalté tel que cela a été promis, avec un tout petit retard lié à ces petits détails techniques qui est très important. Est-ce qu'il n'y a pas pour problème de financement? Non, il n'y a pas un problème de financement. Vous savez, on ne peut jamais lancer le travaux si on a un problème de financement. Le député national Ogi Kalonji. Et quelle est la situation des routes fermées dans les communes de Kitambo, Bandalungwa, Galima et Selimbao lundi suite aux travaux de modernisation des avenues concernées? Comment font les usagers de ces routes pour leur déplacement? Le point avec Jean-Cy Makwala. Jusqu'à 8h du matin, ça roulait bien, contrairement aux autres premiers jours de la semaine. C'est le lundi 14 août, de l'avenue Vivi où est jeté le pont Prof Pela Christophe, reliant les communes de Bandalungwa et celles de Kintambo, en passant par le corps du génie civil, des forces armées et les centres Thérésanium. Jusqu'au cimetière, la route était fluide jusqu'au rond-point Sakombi. L'avenue Mbenseke, concernée parmi celles qui devaient être fermées, elle est libre, les véhicules roulent sans embouteillage, sauf des nids de poules qui sont visibles dès les ronds-points Sakombi. Il faut signaler qu'aux avenues chrétiennes et cimetières, nous avons vu des avenues réhabilitées. Et l'avenue cimetière et Mayenga qui mène vers Jamaïque, aussi louillée pour sortir vers l'avenue Landou dans la commune de Selimbao, nous avons vu quelques engins avant les ponts nouvellement construits. Les avenues concernées pour les travaux de modernisation sont les avenues Mbenseke, cimetière, Mayenga, Louye,
Lando et Libération dans les communes de Kintambo, Ngalima et Selimbao, ainsi que des avenues cimetières et chrétiennes dans la commune de Kintambo. Ces avenues, selon les communiqués de l'hôtel de ville du 9 août 2023, devaient être fermées à la circulation pour une durée de 15 jours dès ce lundi 14 août en raison des travaux de modernisation. Mais qu'est-ce qui a fait que ces avenues ne soient pas fermées comme indiqué? Seul l'hôtel de ville peut répondre à la question. Jancy Makwala. Prévention contre les incendies dans la ville de Kinshasa. Le ministre provincial en charge de l'intérieur, sécurité, annonce la dotation dans les tout prochains jours d'une caserne moderne au corps des sapeurs-pompiers. Au cours de la même communication, lundi, Gratien Tchakala a annoncé l'organisation des ateliers de réflexion en vue de la mise sur pied d'un programme multisectoriel de lutte contre les incendies dans la capitale congolaise. On l'écoute au micro de Genovich Boa. Ces incendies de diverses souches doivent être mieux gérés au travers d'une prise en charge conséquente des sapeurs-pompiers, mais également par une prévention des quinois, au moins des extincteurs mis à leur disposition. Et grâce à la coordination personnelle de son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, le corps des sapeurs-pompiers de la ville de Kinshasa bénéficiera très prochainement d'une caserne moderne avec un équipement à même de lui permettre de mener à bien sa mission. Par ailleurs, le ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, dont j'assume la responsabilité, initiera dans les tout prochains jours des ateliers de réflexion en vue de la mise sur pied d'un programme multisectoriel de lutte contre les incendies à Kinshasa. Ainsi, il envisage d'ores et déjà l'obligation pour tous les conducteurs ainsi que les bâtiments de disposer des extincteurs pour prévenir tout sinistre. Dans cet ordre d'idées, dans un délai de 3 semaines et pour permettre aux Kinois de se procurer cet outil de sécurité, plusieurs missions d'inspection des véhicules, usines et autres bâtiments seront diligentées pour sensibiliser et contrôler sur la sécurisation au moins des extincteurs, et ce, en conformité de l'ordonnance numéro 61/23 du 10 janvier 1958 portant création et organisation des corps de sapeurs-pompiers, ainsi que de l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 relatif à la fixation des conditions des modalités des véhicules devant assurer le transport en commun des personnes en République démocratique du Congo. Gratien Tchakala, le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, et puis les assujettis aux impôts provinciaux et locaux rappelés à l'ordre. La Direction générale des recettes Kinshasa, DGRK, demande à ces personnes physiques et morales le respect strict des dispositions du décret du 21 août 2020 modifiant et complétant celui du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État. À cet effet, Eddy Fumupoko, directeur général de la DGRK, invite ses contribuables à déclarer leurs impôts, taxes, redevances, droits dus à la ville de Kinshasa et les exhorte à payer uniquement dans les comptes receveurs fiscaux et non fiscaux logés dans les banques partenaires de la ville. Il indique aussi que celui qui paye mal paye 2 fois. Dossier au GFREM, Office de gestion du fret multimodal, le secrétaire général adjoint de l'AFDC réagit. Philippe Unji soutient que la loi permet au directeur général de l'OGFREM de siéger au conseil d'administration de la société Congo Airways. On l'écoute. Les statuts S-qualité n'est pas à confondre avec celle d'un administrateur choisi en fonction de son expertise ou son appartenance politique, comme il est de coutume dans notre pays lors de l'exercice des désignations de mandataires publics au sein des entreprises et établissements publics. Pour rappel, monsieur le journaliste, Congo Airways, d'après ses statuts et se conformant aux dispositions de l'acte uniforme des lois relatifs aux droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, a été créé par les personnes physiques ou morales qui ont apporté leur part au capital de la société. Parmi ces sociétés, il s'agit de la société OGFREM, de la GECAMIN, de l'ONATRA, du ministère du Portefeuille, de la RVA, du FPI, de l'INSES, aujourd'hui SENSES. C'est à ce titre que tous ces contribuables participent à travers leurs délégués au conseil d'administration pour suivre les intérêts de leur société et établissements, outre de définir les politiques générales de leur entreprise ou société Congo Airways. À titre illustratif, Kasumba, en tant que DG, représente l'OGFREM. Wilondo Luo, DG FPI, est membre de ce conseil. Lukusapamu, DG Onatra, est membre de ce conseil. Mbayo Lubamba, DG RVA, lui aussi a été désigné comme membre de ce conseil. Dans ce cadre, que le président du conseil d'administration de l'OGFREM cesse de créer une rébellion, tant dans l'opinion publique qu'au sein de l'OGFREM, car la représentativité S-qualité au sein d'un conseil d'administration n'est pas incompatible avec d'autres fonctions qu'occupe un mandataire au sein de l'entreprise. L'AFDC exhorte donc les auteurs de cette confusion d'abandonner leur malice. Philippe Unji, secrétaire général adjoint en charge des questions politiques de l'AFDC de Modeste Bahati.
Parlons éducation à présent, 500 bourses d'études offertes aux personnes vivant avec handicap, un don de Denise Nyakero Tshisekedi. Ces bourses seront accordées en partenariat avec l'INPP, Institut National de Préparation Professionnelle. La présidente de la Fondation DNT a fait cette annonce à l'occasion d'une journée d'échange initiée par le député Eliezer Tamboué, président de la SBL, Pessa Moniga Sourire. Entendez par donner un sourire à l'autre. L'handicap n'est pas une fatalité, c'est le thème de cette rencontre. Détail, Véro Matanda. Elles n'ont pas choisi de naître ou de devenir handicapées. Ces personnes remplies de talents sont marginalisées dans notre société. Malgré les efforts fournis dans le pays, des défis restent encore à relever. C'est ainsi que la première dame s'est penchée ce lundi vers cette catégorie de personnes pour donner à sa manière une solution à l'un de leurs problèmes qui est le manque de formation. Elle a accordé 500 bourses d'études pour des formations à l'INPP. Ce jour est une grande joie pour moi. Votre porte-voix, Eliezer, m'a toujours proposé cette rencontre, mais le temps ne me le permettait pas. Je bénis Dieu pour cette opportunité. Je suis venu vous rencontrer pour vous écouter et savoir réellement ce que vous faites afin de vous accompagner. Je vous encourage parce que vous n'êtes pas la cause de ce que vous êtes. Je sais que vous avez des talents. Je vous promets que je ferai de mon mieux pour vous valoriser. Je vous encourage aussi à vous former afin de participer au développement de ce pays. L'initiateur de cette rencontre, Eliezer Tamboué, c'était dans le cadre de son ASBEL, Pessa Moninga Sourire. Je manque de mots pour exprimer ma joie de vous voir en face de ces personnes vivant avec handicap. Elles traversent des moments très difficiles dans les centres où elles sont hébergées. Je vous remercie énormément. Les PVH n'ont pas caché leur joie. Un appel de soutien au PVH a été lancé aux personnes généreuses. Béro Matanda. Entre-temps, les dernières assises de Bouéla entre le gouvernement et le syndicat de l'EPST ont produit des résultats escomptés par les enseignants. C'est la mise au point de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST après la déclaration du SIECO qui dénonçait la dégradation des conditions socio-professionnelles des enseignants de l'EPST. D'après José Gombaka, rapporteur du bureau de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST, le gouvernement a réalisé plusieurs de ses engagements pris envers les enseignants. Pour l'intersyndicale, le seul problème qui se pose aujourd'hui, c'est la prise en charge médicale des enseignants. Son bureau exige la tenue d'un atelier d'évaluation des activités de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST. On l'écoute. Le bon syndical a arraché du bon gouvernemental un montant de 22 milliards. Ces 22 milliards sur l'enveloppe substantielle de la paie des enseignants ont permis la réalisation des actions ci-après. La mécanisation de nouvelles unités, 13 053 enseignants qui ont été payés. Correction des salaires et primes des enseignants, 63 461 enseignants ont bénéficié de la correction des salaires et aussi des primes. Mécanisation des frais de fonctionnement des écoles primaires, plus de 508 écoles primaires ont bénéficié de la mécanisation de frais de fonctionnement. Mécanisation de frais de fonction des bureaux gestionnaires. Un total de 2218 bureaux gestionnaires en ont bénéficié. Correction des structures des écoles primaires. Plus de 1748 écoles ont bénéficié de la correction due à leur structure. Réajustement de fonctionnement des bureaux gestionnaires. Plus de 1208 bureaux ont bénéficié de ces réajustements. Prime de gratuité. Au moins 377 035 enseignants primaires ont bénéficié de cet ajout de la prime de gratuité. Et de son côté, la coordination du collectif des provinciaux des syndicats de l'EPST salue les avancées significatives enregistrées. D'après Augustin Dicala, président de ce collectif, la prime de la gratuité réajustée a été payée à plus de 115 000 francs, 115 000 enseignants du primaire. Les NU du primaire et de la maternelle ont été prises en charge. Plus de 3 000 écoles ont reçu les frais de fonctionnement. La coordination du collectif des provinciaux du Grand Kasaï a tout de même formulé quelques recommandations au gouvernement. Elle demande que des dispositions soient prises pour que les banques payeuses payent à temps. Augustin Dicala, président du collectif des provinciaux du Grand Kasaï, est au micro de Mamichela. La coordination recommande ce qui suit. 1. À son Excellence et Monsieur le ministre de l'EPST de rappeler aux gestionnaires
et aux représentants légaux au problème des dîmes forcés aux enseignants. Demandons l'installation des comités de suivi à chaque niveau en vue de permettre d'avoir des informations réelles et en temps, de régler la situation de retard de paiement au niveau des banques payeuses, en fait de permettre à l'enseignant de toucher son salaire en temps prévu par le législateur. Demandons à son Excellence, Monsieur le ministre, de rappeler au gouverneur de province de fixer les frais de scolarité avant la rentrée scolaire, à tenir compte aux problèmes des enseignants LI du niveau secondaire. Demandons des sanctions exemplaires aux gestionnaires et aux responsables d'INACOPé qui élaguent les enseignants dans les listings des paies sans motif valable. C'était Augustin Dikala du collectif des provinciaux du Grand Kasaï. Colère des agents de la coordination du Pronanu de Kinshasa, ils accusent le responsable de ce service de mauvaise gestion. On écoute Dani Okito, agent de cette coordination. Venons demander le départ inconditionnel de notre coordonnateur pour des faits suivants. Gabégie financière, clientélisme et népotisme. En effet, soucieux de rendre de loyaux services à notre patrie, nous nous sommes résolus de porter à la connaissance de l'opinion publique les méfaits administratifs qui gangrènent notre coordination. Il n'est secret pour personne de la coordination provinciale de Pronanut que ces agents vivent à la merci du coordonnateur qui gère ses services à toute opacité au point de faire de son domicile la caisse du trésor public. Il a confié à un fantôme le poste de gestionnaire financier pour des raisons inavouées. Il s'est verti d'insérer les noms de personnes ne faisant pas partie de notre administration afin de justifier certaines dépenses illicites pour lesquelles il s'improvise lui-même caissier. Eu égard de ce qui précède, nous demandons l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, et celle de Monsieur le Gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, de nous venir en aide, étant donné que toutes nos correspondances adressées à la hiérarchie sont presque là restées sans suite. Et pour le coordonnateur provincial, les accusations de ces agents ne sont pas fondées car les autorités de la ville avaient mené des enquêtes sur le terrain et n'ont rien trouvé au sujet de ces accusations. On termine avec la culture Soukou qui sera à l'honneur ce samedi 19 août au stade municipal de Messina. Danse, histoire, art et cuisine Soukou seront présentés à l'assistance d'après Jean Bédel Mouzingu, communicateur de l'Alliance internationale des Basoukou, Bodi Batou. L'objectif est de promouvoir la culture Soukou et emmener les jeunes générations à découvrir les richesses de cette culture. L'Alliance internationale des Basoukou compte sur une participation active des peuples Soukou pour faire connaître leur histoire et leur culture. Jean Bédel Mouzingu, communicateur de l'Alliance internationale des Basoukou, est au micro Mamichela. L'objectif poursuivi, c'est que les Basoukou, partout où ils se trouvent, n'oublient jamais leur culture. Parce que nous voulons garder notre culture partout où nous sommes, la façon de se comporter comme avant. L'Aibassou, c'est une association internationale. Les Basoukou, plus encore, c'est dans la province de Kouangou, dans la province du Kwilu. Après cette manifestation de ce samedi, nous serons à Kouangou au mois de février, nous serons encore à Kwilu au mois de juin. Et également, nous serons en Angola au mois d'octobre. C'est de là où les Basoukou sont venus. C'est comme ça que toutes ces journées que nous organisons, c'est pour que les Basoukou sachent leur provenance, d'où ils sont venus et comment ils se sont retrouvés au Congo, qui les a amenés. Tout ça va leur permettre de comprendre. Et c'est comme ça d'ailleurs, nous avions invité tous les notables Soukou, en commençant par le roi Ménikongo qui sera présent au terrain municipal pour nous donner un peu une lumière comment les Basoukou vivaient à l'époque, comment ils sont venus. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mise en onde grâce Lema. Merci à Didi Bin Sika qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Rachel, Inacio et Eric Lukoki qui ont participé à la rédaction, Pascal Kapal était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé